Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire avec Bernard-Marie Chiquet sur le thème de l'holacratie, une forme de management constitutionnel. Alors, on va voir un petit peu ce dont il s'agit. C'est un webinaire général sur l'holacratie. Bernard-Marie Chiquet, tu es chercheur en nouveaux modes de gouvernance, entrepreneur et ancien dirigeant de grandes entreprises. En 2008, tu as fondé l'Institut de recherche IGI. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais arrêter de parler et je vais te laisser la place pour une quarantaine de minutes de présentation. Et puis ensuite, on passera donc à la période de questions-réponses. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas. Vous cliquez sur Q&R qui est en bas de votre écran, le petit bouton, et vous posez vos questions que je prendrai tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Bonne conférence. Ravi d'être avec vous, de parler d'holacratie, de cette forme de management constitutionnel. Alors, pour démarrer, on peut peut-être avoir une vue très générale, un peu abstraite de ce qu'on peut entendre par holacratie, de à quoi ça sert. C'est difficile de mettre des mots dessus dans la mesure où c'est avant tout une pratique dont on va parler un peu plus en détail ensuite. Mais peut-être pour alimenter et ouvrir la conversation, je vous invite à aller sur cette diapositive. Et on pourrait dire, les gens qui me demandent ce que c'est qu'holacratie, c'est très difficile à expliquer. Le plus souvent, je dis un truc du genre, c'est un ensemble cohérent d'outils de management et de self-management qui aident à la responsabilisation de celui qui fait et à la coopération de tous autour de règles du jeu communes et le tout, bien sûr, au service de la raison d'être. Donc, c'est très dense, très épais, très abstrait. Donc, je préfère raconter une petite histoire. J'aime bien raconter souvent cette histoire parce qu'elle est marquante pour qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière le mot responsabilisation. Dans une entreprise que nous avons accompagnée par le passé, une personne, Sarah, en charge de rédiger les newsletters dans une entreprise IT où la newsletter était vraiment quelque chose d'important. Et donc, cette personne rédigeait la newsletter et puis elle avait un rédacteur en chef. Et donc, à chaque fois qu'elle faisait sa newsletter, elle la proposait au rédacteur en chef et ensuite le rédacteur en chef la validait et très souvent, il modifiait du texte puisqu'il recevait la lettre. Puisqu'il la recevait, il fallait qu'il trouve une valeur ajoutée et c'est assez naturel quand les choses ne sont pas très explicites. Cette entreprise décide d'adopter holacratie. On passe en holacratie, il se pose la question de comment traduire ces activités en rôle, en autorité. On va rentrer dans le détail là-dessus plus tard. Et finalement, on se rend compte qu'il y a évidemment un rôle, une activité, si vous voulez, pour rédiger ces newsletters que Sarah a naturellement. Puis après, on s'est posé la question, mais à quoi sert le rôle de rédacteur en chef? Le simple fait de se poser la question nous a fait aller voir le rédacteur en chef qui était en fait le patron de la société, comme souvent, en tout cas dans les petites entreprises. Et ce qui était le cas, et du monde au patron, mais à quoi ça sert? Et puis du coup, ça crée une ouverture de réflexion. Je me dis, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vrai que je fais quelque chose parce que je la reçois, mais je pourrais ne pas la recevoir. Sarah a tout à fait les talents. Et donc, du coup, on décide de ne pas encoder dans notre jargon, de ne pas rendre compte, de ne pas manifester ce rôle et de rester avec un seul rôle qui a toute autorité en matière de newsletter. 3 mois plus tard, les choses sont parties comme ça. 3 mois plus tard, je rencontre Sarah et puis je lui dis, alors finalement, rien n'a changé pour toi. Tu étais responsable de la newsletter, tu es toujours responsable de la newsletter, donc tu fais le même job, rien ne change. Elle me dit, attendez, trompe-toi. Maintenant, je sais que j'ai vraiment la responsabilité, en ce sens qu'une fois que j'ai établi la newsletter, c'est moi qui appuie sur le bouton, qui fait qu'elle va être envoyée à 15 000 personnes. Et j'ai plus quelqu'un derrière qui va changer. Et c'est vrai qu'avant, comme je savais que mon texte allait être modifié, c'est vrai que je n'y mettais pas beaucoup de bande passante, pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de motivation. Donc, mon job a changé du tout au tout. Alors, cette histoire, parce que je trouve qu'elle est très parlante, souvent les gens pensent qu'on est responsable. Il y a plein d'entreprises qui me disent oui, nous, on responsabilise les gens. Et en fait, il y a toujours et très souvent un mécanisme de validation ou d'approbation derrière. Donc, tant que dans une entreprise, vous avez un mécanisme de validation ou d'approbation, qui fait que vous allez demander une validation d'approbation à quelqu'un, alors on pourrait dire qu'il y a une marge de manœuvre colossale en termes de responsabilisation. Une deuxième petite histoire pour accompagner un autre morceau que je rajoute là, holacratie, ça permet aussi, en tout cas, ça vise à développer, à aligner les talents et les ressources qui sont disponibles pour que l'ensemble de l'organisation manifeste davantage sa raison d'être. On va en parler juste après. Et là, je vais vous raconter une autre histoire d'une personne, Dominique, qui était surchargé, limite burn-out. Et puis, donc, dans une entreprise qui adopte l'holacratie, pareil, même activité, on va voir cette personne, on demande qu'est-ce qu'elle fait comme travail, etc., etc. On l'écoute. Et en l'écoutant, on se rend compte qu'en fait, elle a une quinzaine de rôles, 15 précisément.
et 15 rôles, 15 rôles différents, 15 activités différentes, mais qu'elle ne voyait pas parce qu'elle n'avait pas d'outils pour rendre compte. Elle avait une fiche de poste, mais une fiche de poste avec plein de trucs qui s'étaient augmentés au fil des années, à force de récupérer des activités de droite et de gauche. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait 15 rôles et une fois, maintenant qu'on avait cette segmentation, on est passé de la boîte noire dans laquelle il y a écrit Dominique à 15 rôles exercés, énergisés par Dominique. On s'est posé la question de est-ce que vraiment tous ces rôles correspondent à ses niveaux de seniorité, à son niveau de rémunération, à ses talents. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y en avait que 4 sur les 15 qui requéraient toute la valeur ajoutée de l'expérience de Dominique. Et donc, dans la semaine qui a suivi, les 11 autres ont été affectés à des personnes moins capées que Dominique et qui étaient contents de récupérer des autorités. J'adore cette histoire parce qu'elle est très, très concrète et qu'en fait, c'est vrai qu'on pourrait être beaucoup plus intelligent si on était mieux outillé. Et Holacracy est un des outils qui permettent d'être beaucoup plus intelligent. On aurait pu le faire avant, me diriez-vous. Et pourtant, cette entreprise, ils sont très très bons d'un point de vue managérial, ne l'avaient pas fait parce qu'ils avaient des angles morts. Voilà, je ne vais pas poursuivre trop longtemps, c'est juste pour donner 2 petites histoires, pour poser le décor et on va rentrer un peu plus dans le concret. Juste terminer avec 2 phrases pour teaser les questions qui vont venir, j'imagine, après ma présentation que je vais faire la plus brève possible. Donc, Holacracy, c'est un outil qui dote l'entreprise de capacités pour embrasser le changement et émerger à un autre niveau de complexité, sachant qu'on en a bien besoin si, comme vous, pensez comme moi que nous sommes dans un état chaotique. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut passer à un niveau d'émergence et ça passe par un peu plus de complexité. Je fais un petit teasing. Et pour conclure, on pourrait dire que c'est un outil constituant, que ça passe par une constitution, de management et de self-management. Je pense qu'une bonne introduction au self-management, au sens où il rend explicite et augmente et outille toutes les fonctions managériales, ses capacités, les pratiques managériales et self-managériales par votre cause. Et pour finir le teasing, et puis après je passe au concret, il s'agit donc de créer plus de valeur à tous les étages en libérant l'expertise, car qui dit raison d'être dit création de valeur. Voilà, ça c'est juste en guise d'introduction d'amuse-bouche. Je vous propose qu'on parcourt rapidement en fait aujourd'hui. On survole plutôt que parcourir. On va parcourir et survoler 5 outils qui mériteraient beaucoup plus de développement, mais bon, c'est un peu le but du webinaire en 45 minutes ou 40 minutes. Je crois que Margot m'a gratté de 5 minutes. Et donc, je prévois de parler de raison d'être. Raison d'être, voilà. Je prévois de parler de rôle. Vous allez voir, c'est une architecture, un outil clé. De parler rapidement de réunion de triage, de parler de tension évidemment et de parler de réunion de gouvernance. 5 outils clés. Alors, Holacracy n'est pas égal à la somme de ces 5 outils. Hein, c'est bien plus que ça. Et en même temps, ce sont 5 outils fondamentaux de Holacracy. Alors, qu'est-ce que Holacracy en fait c'est une constitution. En fait, ces 5 outils sont définis dans une constitution pour les organisations. On est habitué aux constitutions pour un certain nombre de pays dans la France. Eh bien, imaginez qu'on puisse avoir des constitutions pour les organisations. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on n'y ait pas pensé plus tôt, finalement, puisque c'est vrai que quand on rentre dans le règne des entreprises, il n'y a pas de constitution. C'est quand même, d'un certain point de vue, assez rétrograde. Et ces 5 outils donc, sont définis en constitution en même temps que d'autres choses. Et la définition, la vraie et seule définition du mot holacracy, en fait, c'est cette constitution qui rend compte des pratiques et des règles qui sont dans cette constitution, puis je vais revenir plus tard. Alors, Holacracy, on commence à avoir un peu de recul sur le sujet, puisque, alors c'est difficile de donner des chiffres, mais on parle de plus de 1000 entreprises qui l'utilisent, cette constitution, donc qui ont adopté la constitution formellement, qui sont au-delà de simplement prendre des petits bouts à droite et à gauche. Nous, en ce qui nous concerne, on a le recul d'un peu plus de 10 ans maintenant, donc depuis le début, sur l'accompagnement de plus de 85 entreprises. Quand je dis entreprises, c'est au sens large, ça inclut aussi des associations, des ONG, des entreprises commerciales, des toutes petites, des moyennes, des grandes, dans plein de secteurs d'activité divers et variés, qui vont de la production, en passant par la restauration, la distribution, le service, et j'en ai oublié énormément. Et puis, donc ça, c'est des entreprises qui l'ont adopté en intégralité. Puis, vous avez aussi un certain nombre de grosses entreprises, parce que finalement, petites ou grandes, toutes les organisations et institutions ont les mêmes problèmes, dits de gouvernance ou de responsabilisation, tous acteurs, enfin voilà, ou d'agilité, enfin, à peu près c'est les mots qui sont régulièrement utilisés. Donc, il y a un certain nombre de grandes entreprises qui n'échappent pas à la réflexion et qui ont fait des pilotes, en général, comme Danone, qui est probablement la plus ancienne, puisque Danone pratique dans une partie de Danone, depuis 6 ans, Holacracy, et une partie centrale, c'est amusant, c'est la consolidation reporting, qui est transversale avec 240 filiales.
Bon, et puis d'autres que vous pouvez regarder. Voilà, donc tout ça pour dire que même si ça reste assez neuf, ça a 10 ans, on a quand même pas mal de recul. Et nous, en ce qui nous concerne, on a pu suivre la plupart des entreprises dans le temps. Et donc, on s'est parlé d'entreprises qui ont 8 ans, 7 ans, 6 ans de pratique. Alors, revenons à nos outils clés et je vais commencer par la raison d'être. La raison d'être. Donc là, c'est intéressant parce que la raison d'être, c'est un mot qui est très utilisé ces derniers temps avec la loi Pacte, les rapports Sénart, Nota, etc. Et en fait, la raison d'être telle qu'elle est définie en termes de concept dans l'holacratie depuis plus de 10 ans, elle amène à un nouveau modèle mental. Et ce nouveau modèle mental, simplement, est de dire que l'organisation, au fond, quelle que soit sa forme juridique, que ce soit une coopérative, une SAS, tout ce que vous voulez comme forme juridique, que ce soit une institution collective, publique, etc., un lycée, un hôpital, quelle que soit l'organisation, quelle que soit sa forme juridique, l'organisation, elle est vue comme un organisme vivant ayant sa propre identité, c'est-à-dire une entité à part entière et qui fait des échanges avec le monde en se nourrissant de l'extérieur et en délivrant des choses, de la valeur ajoutée au monde qui l'attend, comme une cellule vivante en réalité. Et toute entreprise, que ce soit une association, une coopération, une société commerciale, etc., ne dit-on pas d'elle au plan juridique que c'est une personne morale. Et chaque organisation, encore une fois, entreprise, association, institution, est vue comme étant une entité, une organisation qui possède une énergie qui lui est propre et qui la fait évoluer vers ce qu'elle aspire à être. Alors, c'est un peu ésotérique ce que je dis, mais ce qu'elle aspire à être, à exprimer dans le monde. Et on appelle ça la raison d'être, mais si je m'arrête là, on risque de confondre avec le mot tel qu'il est utilisé très souvent. Je vais appeler ça la raison d'être évolutive. Et si vraiment on veut être précis, on pourrait même dire évolutionnaire, au sens que ce n'est pas que la raison d'être, elle évolue tout le temps. C'est que la raison d'être, ça a quelque chose à voir, c'est relatif au processus d'évolution. Et chaque organisation suit un chemin d'évolution qui lui est propre. Voilà le modèle mental qui est derrière ça. Et du coup, voilà. Donc, une organisation est vue dans cette pratique holacratique comme étant dotée de sa propre raison d'être, qui est définie d'ailleurs dans la Constitution que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure, l'article 5, il y a 5 articles, donc au dernier article, comme étant le potentiel créateur le plus profond que cette organisation est appelée à exprimer dans le monde, compte tenu bien évidemment au principe de réalité de l'ensemble des contraintes auxquelles elle est soumise, et puis des choses dont elle dispose, les choses dont elle dispose, c'est bien sûr, c'est tout le potentiel capital humain, mais pas que ça, c'est la puissance de la marque, c'est ses partenaires, c'est son écosystème, c'est son antériorité, c'est tous ses actifs, qu'ils soient tangibles ou intangibles. Donc, le potentiel créateur le plus profond que l'organisation est appelée à exprimer. Et c'est donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la raison d'être, il y aura peut-être des questions. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette raison d'être, elle est souvent, quand on en parle, les gens la voient au niveau de l'entreprise, c'est la boussole, etc. Ça y est, on a une raison d'être. Non, là, on est en train de dire que c'est l'organisation qui est vivante, ça veut dire que ça remet tout à plat la façon de manager les entreprises. On n'est plus dans un modèle où on essaie de prédire et de diriger le futur. On est dans un modèle mental où on essaye d'écouter de façon permanente, continuelle, d'écouter ce que l'organisation aspire à être dans le monde. Et ce concept de raison d'être, il n'est pas vrai uniquement au niveau de l'entreprise, il est aussi vrai à tous les étages en holacratie, tous les étages de la structure. Donc, on va le retrouver au niveau des cercles et on va le retrouver aussi au niveau du rôle. Donc, organisation, cercle et rôle. Donc, à tous les étages de l'entreprise, on va retrouver ce concept de raison d'être qui est bien plus que simplement le sens. Voilà, j'espère faire un bon teasing pour avoir des questions. Je me délecte d'avance. Du coup, des raisons d'être, vous en avez vu, j'en donne quelques-unes là au niveau de l'entreprise. Donc, Michelin, voilà une meilleure façon d'avancer. Vous l'avez en anglais aussi. Biocop Scarabée. Scarabée Biocop est une des coopératives membres du réseau Biocop, 250 personnes à Rennes, qui pratiquent l'holacratie depuis 5, bientôt 6 ans. Et leur raison d'être est intitulée « Moteur de la révolution écologique et sociétale ». Et donc, du coup, le focus de la plupart des scarabéens
Les Scarabéens sont les employés, tous les employés, enfin, tous les collaborateurs de Scarabée, Biocop. En tout cas, un grand nombre d'entre eux se mettent à l'écoute de ce que ce moteur de la révolution écologique et sociétale a à dire, les emmène vers. On a une autre société aussi, Arcadie, une centaine de personnes, avec de la production. Celle d'avant, Scarabée, c'est dans la distribution, dans les produits bio. Là, on est dans de la production et de la distribution aussi de produits bio, avec une raison d'être qui est le choix de la responsabilité de l'innovation pour un monde meilleur, avec toutes nos parties prenantes. Puis une autre dans le domaine informatique, j'en ai des tonnes, je vais limiter, qui est une société informatique dont la raison d'être est gestionnaire de risque. Bon, il y a plein d'histoires à raconter là-dessus. Voilà, juste pour… je ne vais pas aller plus loin sur la raison d'être. Et je vais passer au rôle. Donc, on va rentrer dans du concret. Et la notion de responsabilité est revue, complètement revue. Dans le modèle conventionnel, souvent, on a cette phrase, pas toujours, mais souvent, à qui tu reportes, à qui reportez-vous? Ce qui apporte pas beaucoup de choses, enfin, à part un focus interne, ça n'apporte pas vraiment de valeur ajoutée, cette histoire-là. Et donc, l'idée, c'est de changer le focus, de passer de l'interne vers la valeur ajoutée. Ce qu'on voudrait, c'est que la valeur ajoutée, ça soit la valeur ajoutée ou la valeur qui est créée qui fait autorité. Que l'expertise soit libérée. On parle d'entreprise libérée, moi j'aime bien dire expertise libérée. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, plus utile, ça va être quelle valeur, plutôt qu'à qui tu reportes, quelle valeur t'apporte à l'entreprise? Quels sont tes services? Quels sont les services et les produits que tu offres? Que tu offres à des clients externes à l'entreprise ou que tu offres à des clients internes à l'entreprise? Il n'y a plus le back et le front, il n'y a plus les productifs et les improductifs. Il y a des individus qui ont des talents, qui exercent des métiers et la question, c'est comment libérer toute leur expertise pour qu'ils puissent créer davantage et les libérer de toute contrainte ou qu'ils puissent se libérer eux-mêmes de toute contrainte pour qu'ils apportent et qu'ils créent de la valeur, même à la RH, quand je dis même à la RH ou même à la compta, c'est parce que j'ai un exemple en tête que je vais reprendre juste après, où effectivement, il y avait une RH support et on lui parlait, on parlait de questions de valeur ajoutée. La stratégie de l'entreprise étant de produire plus de services à forte valeur ajoutée. À un moment donné, c'était assez évident que si on voulait que ça avance, il fallait que l'ensemble de la culture de l'entreprise soit centrée sur la valeur ajoutée, y compris les fonctions dites support. Sous-entendu dans le modèle mental, dans le modèle conventionnel, on n'attend évidemment pas des fonctions support qu'elles apportent de la valeur ajoutée. Ben, pourquoi pas? Si on accepte qu'il y ait des fonctions qui n'apportent pas de valeur ajoutée, c'est évident que l'ensemble de l'entreprise ne va pas apporter de la valeur ajoutée. On le veut au niveau du culturel. On veut que l'ensemble des acteurs dans une entreprise puissent apporter de la valeur ajoutée. Donc, si je prends cet exemple concret d'une RH, pour l'aider dans l'accompagnement qu'on a fait, on s'est arrangé on a trouvé des clients à l'extérieur, de nos clients à nous, mais qui étaient à l'extérieur de l'entreprise, évidemment, qui avaient besoin de services RH. Donc, on est allé voir la personne qui l'a DRH, et puis on lui a dit, bah, voilà, on t'a trouvé un client qui désespère d'avoir ton expertise. On les a mis en relation, ça s'est traduit par une proposition commerciale qui a été acceptée. Et notre RH fonction support, ce qui a secoué et qui a créé un choc et fait bouger les lignes énormément, vous pouvez imaginer dans l'entreprise, elle a commencé à facturer un client externe, elle qui était fonction support. Donc, c'est bien, ça a brouillé les cartes. Les repères de tout le monde sont tombés parce que si c'est vrai pour les RH, c'est vrai pour la compta et ça ne s'arrête pas. Et en fait, c'est vrai pour tout le monde. Et si on veut vraiment responsabiliser et que l'entreprise manifeste davantage ou l'aider à évoluer sur son chemin d'évolution pour qu'elle manifeste davantage de valeur ajoutée au monde, ben, probablement que ça passe par le plus possible, voire tout le monde qui crée de la valeur aux étages et à son étage ou à son endroit. Et voilà, de la même manière que dans une autre entreprise, pour créer ce choc, on avait des utilisateurs qui, à un moment donné, n'étaient pas très contents. Vous n'avez pas l'impression de se sentir pas considérés comme étant vraiment des clients par le service informatique interne. Et du coup, ce qui a été fait à un moment donné, c'est que, voilà, je ne me rappelle plus dans le détail, mais à un moment donné, ils étaient tellement pas contents qu'ils ont décidé de faire appel à une société extérieure, donc de challenger, de sortir d'un modèle mental qui fait que de façon complètement implicite, je suis obligé de me faire servir par le service informatique, même quand il a ses mauvais jours et qu'il ne me traite pas comme un client, ben de casser, de rompre avec ce modèle mental et puis d'aller vers c'est un autre modèle mental qui dit ben moi je veux de la valeur. Et du coup, ça, pareil, ça crée un pataquès. Et pourtant, tout ça, c'est du bon sens. Et c'est très compliqué parce que ça choque ce que je raconte.
Il y a une autre entreprise dans laquelle qu'on a accompagné, qui est une entreprise de distribution avec un siège, des fonctions support et des magasins. Et à un moment donné, dans notre accompagnement, on a utilisé une phrase qui a choqué, qui était simplement, alors qu'en fait, elle est complètement frappée au coin du bon sens, c'est de dire tous les employés sont payés, donc ils sont salariés, ils sont payés par qui finalement? Alors, ça ne s'est pas fait directement, mais au fond, ils sont payés par les clients qui achètent des produits dans les magasins. Donc, tous les employés qui sont dans les magasins et qui servent et qui sont au service des clients qui viennent acheter pour les aider et pour les conseiller, ben voilà, donc là, on a les employés qui sont dans les magasins qui sont au service des clients externes, si vous voulez. Mais alors, la question qui s'est posée, c'est mais pour ceux qui ne sont pas dans les magasins, ils sont au service de qui? Et c'est évident, ceux qui ne sont pas dans les magasins sont donc au service de ceux, des employés, qui y sont dans les magasins. Ça fait sens. Mais c'est choquant parce que l'expérience des employés qui étaient dans les magasins, ce n'est pas du tout celle-là. Quand ils regardaient le siège ou les fonctions support, ils n'avaient pas vraiment l'impression d'avoir des personnes, des fonctions, des activités qui étaient à leur service, mais plutôt l'inverse. Et pourtant, ça fait sens. Et c'est sûr que ce que je viens de dire est juste une conséquence du modèle pyramidal hiérarchique classique, conventionnel. Du coup, en fait, ce qu'on propose là, ce que Holacracy propose, c'est simplement de voir des activités comme des rôles, des petites entreprises, des mini-entreprises. Par exemple, là, on a, vous voyez sur la droite, vous avez le rôle marketing. Mais le rôle marketing, il pourrait, son job, et là j'ai un cas concret en tête, son job au fond, c'est la valeur ajoutée, parce qu'il ne se posait pas la question, mais à un moment donné, il a découvert que sa valeur ajoutée, c'était de fournir des opportunités ou des leads, des opportunités au service commercial, parce qu'il y a un service commercial par ailleurs, qui lui ne génère pas des opportunités, mais une fois qu'on lui donne des opportunités, il va pouvoir les transformer en contrat avec un ratio de succès, en l'occurrence dans cette entreprise de 30%. Donc, si vous donnez concrètement 100 opportunités commerciales, 100 prospects, si vous voulez, avec une opportunité commerciale au service commercial, en gros, il va signer 30 contrats. Mais avant, ce n'était pas comme ça. On s'est posé la question du fait de l'adoption de l'Holacracy. Avant, ce n'était pas vu comme ça. Le marketing faisait du marketing. Il n'avait pas vraiment le sens concret de qui il servait. Bon, il servait l'entreprise, comme tout le monde. Ça, voilà, on s'entraide et on sert tous l'entreprise, mais ce n'est pas très concret. Et ils s'en sont rendus compte le jour où l'entreprise, comme un tout, pour des raisons stratégiques, a décidé d'acquérir, de se mettre des objectifs en termes d'acquisition de nouveaux clients. Et là, le service commercial, comme le saut était significatif, moi je veux bien, pas de problème, mais il faudrait que j'ai plus de leads. Et du coup, qui me gère des leads, des opportunités? Et là, ils ont mis de la clarté sur un truc qui était déjà là, mais qui était un angle mort, qui était diffus, qui était opaque, qui n'était pas clair. Eh bien oui, c'est le service marketing qui est leur fournisseur en matière de… Il ne fait pas que ça, mais c'est le service marketing qui est censé fournir des opportunités, de générer des leads, des opportunités commerciales au service commercial. Et du coup, ce qui était important finalement, c'est de mettre en exergue, de rendre clair cette valeur ajoutée qui est requise. Et bien donc, on a dit, le rôle marketing, finalement, c'est ton fournisseur à toi commerce. Il ne fait pas que ça, mais de générer des leads, des opportunités au service commercial à hauteur d'eux. Vous pouvez même objectiver. Donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un contrat, un accord mutuel qui s'est passé entre le marketing, service marketing, il y a plein de gens derrière, et puis le service commercial, plein de gens aussi. Mais entre ces deux entités, ces deux rôles qui sont des cercles, mais peu importe, vous verrez que le rôle et le cercle, c'est la même chose, ces deux rôles, mais qu'ils aient un accord de pair à pair entre les deux et qu'ils agissent dans une relation client-fournisseur bien connue. Voilà. Et du coup, ce qui est vrai pour le marketing et la finance, c'est vrai pour les RH, etc. Et l'histoire est assez complexe parce que si on prend les RH a plein de clients et plein de propositions de valeur qui sont sorties aux clients. Il y a les candidats, il y a le marché du travail, mais il y a aussi les collaborateurs, puis il y a aussi les départements qui peuvent demander des recrutements, etc. Et donc, du coup, il y a autant de contrats ou de propositions de valeur ou de redevabilité, d'activités qu'on va mettre sur le rôle. Pour décrire le rôle, en fait, on décrit le rôle par les offres de services qu'il offre à l'ensemble de ses clients, sachant qu'il peut y avoir plusieurs segments de clientèle, que ce soit les RH, que ce soit le marketing, que ce soit la finance, que ce soit le commerce, que toutes les activités d'entreprise sont vues maintenant comme des mini-entreprises. Et donc, toute l'entreprise est vue comme une galaxie de mini-entreprises, comme un écosystème vivant avec des micro-entreprises qui ont des accords de coopération, de pair à pair, des accords mutuels, des offres et des contrats de services qui peuvent évoluer, bien sûr. Et ça, on retombe sur les bases
du self-management. Et donc, en période de Covid-19, je pense que c'est l'occasion rêvée pour réinventer le travail, ce que je dis toujours. Et donc, pourquoi pas rêver de créer une culture sur la valeur ajoutée, parce que valeur ajoutée et raison d'être, c'est la même chose. Et identifier chacun des collaborateurs comme une micro-entreprise. L'entreprise serait une galaxie de ces micro-entrepreneurs. Chaque collaborateur, quel que soit son rôle, il peut avoir plusieurs rôles, est responsable et autonome. Il propose des offres à des clients. Ces clients peuvent être internes ou externes. Et il identifie ses fournisseurs clés parce qu'on n'est jamais que fournisseur. On a des fournisseurs, on est fournisseurs et clients. Et ce qui choque beaucoup quand on accompagne les entreprises, j'en ai une en tête dans ce qu'on est en train d'accompagner à distance. Et les gens, c'est assez facile pour la plupart des personnes de définir ce qu'elles offrent comme travail, donc de se mettre dans une posture de fournisseur. C'est beaucoup plus difficile pour eux de rentrer dans la posture. Oui, mais je suis client. Je suis client, évidemment, pour faire mon travail, je dépends d'autres. Ben, les autres, c'est tes fournisseurs qui, pareil, tu vas leur demander des offres de services. Et donc, les relations interpersonnelles deviennent à la fois des relations sociales et des relations professionnelles qui deviennent dans une relation de pair à pair et qui nécessitent une certaine distanciation, ce qui est difficile. Alors, je viens de publier, il est sorti hier une tribune justement sur le sujet. C'est difficile d'être pro à ce niveau de pro. Je ne sais pas si Louis peut la faire passer dans le chat. Et ça nécessite une certaine distanciation que Covid-19 nous aide à faire, donc ça facilite les choses et qui représente, en fait, cette distanciation représente un vrai challenge pour ce type de transformation parce que autant c'est facile d'avoir ce type de relation professionnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas professionnel, mais avec des clients ou des fournisseurs extérieurs, on est habitué à des contrats, etc., une certaine retenue, une distance. Autant en interne, on a tellement développé la culture, pour des bonnes raisons, on a tellement développé la culture, l'amitié, la camaraderie, je ne sais pas quel mot, chaque entreprise sa culture, que du coup, cette culture qui apporte beaucoup de choses, en même temps est un frein par rapport à ce que je suis en train de dire. Et donc, elle est contre-productive de ce point de vue-là. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut la garder, cette culture, dans ce qu'elle a de bien. Et en même temps, il faut ajouter. On est dans le « et », pas le « ou ». Ajouter quelque chose parce que si on veut vraiment être au service de la pérennité et de l'évolution de l'entreprise, ça passe par la manifestation davantage de la raison d'être, donc de la création de valeur au monde. Et ça passe probablement par ce que je viens de dire. Donc, c'est un des challenges, on en parlera peut-être aux questions-réponses, s'il y en a, j'adorerais, sur comment est-ce qu'on fait. Donc, l'objectif, finalement, c'est de créer de la valeur, permettre de créer de la valeur à tous les étages, dans toutes ces micro-entreprises. Rien de tel que chacun soit un entrepreneur. Je vais expliquer l'exemple de la RH, qui est frappant. Et puis aussi de rendre explicites les services offerts les uns par les autres. Pourquoi ? Pour limiter la principale source de souffrance dans les entreprises. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un grand théoricien des organisations qui s'appelle Elliot Jaques qui dit que il y a tous des travaux scientifiques qui ont été faits et qui met en exergue que la plus grosse source de souffrance dans les entreprises, ce sont les attentes implicites. Ce n'est pas l'implicite, on a besoin des attentes implicites. Et du coup, puisque c'est les attentes implicites, on inverse la proposition et on dit toutes les attentes devront être explicites de la même manière qu'on connaît bien ça quand on se balade en ville. Tous les magasins chez qui vous rentrez pour acheter des choses, eh bien, ils ont des vitrines. Ça permet de rendre la promesse explicite. Je vais chez le boulanger, oui, je ne vais pas rentrer pour demander des saucisses. C'est évident ce que je dis, mais quand vous réfléchissez bien, ça ne marche pas comme ça dans les entreprises parce qu'on n'a pas de vitrine. Donc, vous voulez le rôle avec les activités qui sont affectées au rôle sont en fait, en quelque sorte, la vitrine. Donc, moi, en tant que fournisseur, voilà ce que je mets. Voilà, si tu rentres chez moi, si tu me demandes, tu peux t'attendre à me demander ça, ça, ça et ça, des croissants, du pain et je ne sais pas quoi, mais pas des saucisses. Voilà pour introduire le sujet. Et donc, à ce stade-là, je devrais éviter la question, mais alors quelle est la différence entre un rôle et une fiche de poste ? Ça n'a rien à voir parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Donc, si maintenant je focus un peu, je me concentre sur le rôle, voilà un rôle, le rôle-lieu. Le rôle-lieu qui est en charge de… Donc, sa vitrine, là, il a une offre de service. Si vous allez voir le rôle-lieu, il a une offre de service qui est de rechercher pour vous, de sélectionner, de contracter avec des lieux pour les événements que vous souhaitez organiser. Donc, des salles, je ne sais pas quoi. Donc, voilà l'offre de service. Un peu une agence. Ce rôle, il pourrait très bien être externalisé à l'entreprise. Il se trouve que dans le cas d'espèce, il est dans l'entreprise. Mais tout ça, c'est qu'une question de frontière juridique. Ça n'a pas tellement d'importance. La question de la création de valeur échappe aux lois des membranes juridiques. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et on retrouve, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve la raison d'être. Ce n'est pas qu'au niveau de l'entreprise la raison d'être, c'est vrai partout. Et donc, le rôle-lieu, sa raison d'être, telle qu'elle a été capturée,
et une logistique parfaite des événements. Parce que c'est ce qu'elle aspire, ce rôle-là, c'est ce qu'il aspire à être. Et la perfection n'existe pas en matière de logistique et en matière d'événements. Et donc, voyez-le, là, cette fois, c'est intéressant parce que ça permet de revoir la question de la raison d'être sous un autre angle. C'est un objectif ultime, c'est quelque chose qui est inatteignable, c'est un processus sans fin, d'évolution permanente vers. Et ce rôle-lieu, il aspire à ça. Et du coup, celui qui est affecté à ce rôle-lieu, en l'occurrence c'est Perrine, eh bien, va être à l'écoute. Hein, c'est autre chose que de faire uniquement son travail. Bien sûr, elle va continuer à faire son travail, mais en plus, elle va être à l'écoute de ce vers quoi aspire le rôle-lieu. Quelles sont les prochaines étapes pour améliorer? Quelles sont les prochaines étapes pour innover? Elle va se mettre à l'écoute de la raison d'être du lieu. Et ça, c'est possible que si la raison d'être, elle est notée, elle est syntonisée. Donc, le self-management, tout à l'heure, j'ai parlé de pair à pair, on peut parler aussi de self-management. Ça vient de l'affectation d'une personne à un rôle. Et donc, Perrine, en l'occurrence, est affectée à ce rôle et Perrine a d'autres rôles dans le même cercle, dans ce cercle-là et dans d'autres cercles. Ce n'est pas la question. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le fait d'être affecté à un rôle qui vous donne autorité. Donc, ça vous donne des autorisations, des permissions explicites. Et ces autorités sont définies de façon explicite par la raison d'être et les redevabilités. Donc, les autorités, à partir du moment où vous êtes affecté au rôle-lieu, vous pouvez avoir plusieurs rôles, mais sur le rôle-lieu, vous regardez la raison d'être de votre rôle et là où les redevabilités de votre rôle, les offres de services. J'ai glissé vers redevabilité parce que c'est le jargon dans l'holacratie, comme c'est un truc webinaire sur l'holacratie, c'est normal que j'utilise un peu le jargon. Mais offres de services, proposition de valeur, eh bien, ce sont ces phrases-là, une logistique parfaite des événements, et puis rechercher, sélectionner, ce sont des délégations explicites d'autorité où ça confère l'autorité à la personne qui est en charge du rôle-lieu de prendre toute action ou projet qu'elle juge nécessaire, cette personne, pour mettre en œuvre cette redevabilité, ou pour exercer ce service, pour offrir ce service, et ou pour exprimer davantage la raison d'être du rôle. Donc, c'est autorité explicite, c'est ce qu'on appelle l'effet Ferrari, d'où la petite figurine Ferrari, parce qu'en fait, tout est autorisé. Lorsque vous êtes affecté à un rôle-lieu, mais c'est vrai dans tous les rôles, tout est autorisé. Ça, c'est la règle d'or et c'est ça qui permet de libérer l'énergie et l'expertise. Tout est autorisé, sauf ce qui est explicitement interdit. Autrement dit, il n'y a pas d'interdit. Les interdits implicites ne font pas loi, n'existent pas, n'ont pas de poids. Donc, quand je suis affecté à un rôle, c'est ça qu'on appelle l'effet Ferrari, mais je regarde, bien sûr, ce vers quoi le rôle aspire à être. Je regarde les demandes des clients par rapport à mes offres de services, etc., etc. Il me vient, parce que j'ai vraiment l'autorité, je n'ai pas besoin de me faire valider comme Sarah avant l'holacratie, il me vient des idées d'amélioration c'est naturel, ça vient tout seul. Alors, parfois, ça peut prendre un peu de temps parce qu'on n'a pas été habitué pendant des années, mais d'amélioration, d'innovation, bien sûr, de régler les problèmes de façon durable. Et à ce moment-là, me viennent des idées d'action et de projet. Et à ce moment-là, la seule chose que j'ai à vérifier pour savoir si on me permet, on me permet, il y a plus. J'ai juste besoin de vérifier s'il y a des interdits explicites. Et voilà les interdits explicites. Donc, je connais mes autorités et je connais mes limites. Alors, les interdits explicites, c'est par exemple les règles du jeu de la Constitution. On ne peut pas les transgresser. Et c'est aussi, certains, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on rentre un peu dans le détail, dans les nuances. J'essaie de rester à un niveau de survol, sinon je ne vais jamais tenir mon timing. Il y a des choses qui sont, par exemple, à contrôler. On appelle ça des domaines. Encore un mot de notre jargon, oubliez-le, ce n'est pas très grave. Il y a parfois des activités ou des actifs qui doivent nécessairement être contrôlés. Par exemple, tout le monde ne peut pas avoir accès au compte en banque de l'entreprise, dans la plupart des entreprises. Peut-être dans la vôtre, ce n'est pas comme ça. Mais donc, comment rendre compte de façon explicite que ce truc-là, c'est régulé. Il y a une chasse gardée, c'est contrôlé. Eh bien, on va utiliser le domaine pour ça. Et donc, ça fait partie des interdits. Donc, en gros, quand je suis dans un rôle, s'il y a une action qui me vient, eh bien, avant de la faire, j'ai juste à vérifier s'il n'y a pas d'interdit explicite. Et on connaît ça par cœur dès qu'on sort de mon entreprise. C'est comme les feux rouges. Il y en a de moins en moins avec les ronds-points, mais peut-être pour ceux de mon âge, il y en a encore quelques feux rouges. Je plaisante. Mais le principe du feu rouge, c'est ça. En fait, je peux passer tranquillement si le feu est vert. Je n'ai pas de préoccupation à avoir. C'est toute la puissance. Le fait qu'il y ait des feux me libère dans la conduite pour traverser les carrefours. Si je sais que c'est vert, je n'ai pas besoin de faire attention. Si c'est rouge, je m'arrête. C'est la puissance du feu rouge. S'il n'y avait pas de feu, je ferais attention pour passer, ça serait beaucoup plus compliqué. C'est le même principe. Retenez ça, tout est autorisé, sauf ce qui est explicitement interdit.
Et dans les interdits, il y a des choses qui ont trait à ce que j'ai dit, puis aussi aux dépenses financières. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Dans le modèle conventionnel, par défaut, tout est interdit, sauf ce qui est explicitement autorisé. Vous voyez, j'ai un peu caricaturé, mais c'est souvent ça. Sauf quand on est dans le quotidien et l'habituel. Mais dès qu'on sort un peu on va faire un peu d'initiative, alors par défaut, c'est interdit, il faut que j'aille chercher une autorisation. Voilà le véhicule, la micro-entreprise, et qui est confié par ce mécanisme qui s'appelle le rôle. Et en plus, il y a des règles de coopération, j'annonçais tout à l'heure, il y a des règles de coopération entre pairs, donc entre des gens qui possèdent des rôles, et celles-ci aussi sont explicites. Donc, quand il y a deux rôles qui se rencontrent, alors ça c'est écrit pareil, tout ce que je raconte c'est écrit dans la Constitution, je ne fais que vulgariser ce qui est écrit dans la Constitution, qui n'est certainement pas un document de lecture facile et fait pour apprendre holacratie. C'est plus un peu comme le manuel du constructeur automobile que j'ai découvert récemment parce que j'avais un problème de voyant dans la boîte à gants de ma voiture, mais ce n'est pas avec ça que j'ai appris à conduire. Donc, dans cette règle de coopération, en fait, il y a un certain nombre de devoirs, de règles du jeu, si vous préférez. Et il y a des devoirs liés à la transparence, comme le fait que tout le monde est censé, s'il y a des requêtes pour le faire, partager, rendre transparent les projets sur lesquels je travaille, les actions sur lesquelles je travaille, les nouvelles sur les projets, mais aussi les priorités. J'attends quelque chose d'un collègue, je vais voir le collègue et je lui demande qu'il m'explique ses priorités. Ce n'est pas du contrôle, c'est juste de la transparence, de pair à pair. Je peux aussi demander des projections, des estimations de fin, etc., etc. Il y a ce qu'on appelle des devoirs de priorisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste vous donner le goût. Il y a des devoirs de priorisation. Par exemple, celle-là est important, mais il y en a d'autres. C'est que à partir du moment où je suis un acteur dans ce jeu, dans cette pratique, je suis censé donner la priorité au traitement des messages entrants de mes collègues, même sur ce que je suis en train de faire. Ça ne veut pas dire que je m'interromps tout le temps, mais ça veut dire que je fais ça régulièrement. Et ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui, souvent dans les entreprises, j'observe, alors ça dépend comment on travaille. Il y a des natures de travail de type flux, et puis il y a des natures de travail où je travaille de manière un peu intense, avec beaucoup de concentration. Probablement, j'ai besoin d'être au calme sur des projets d'envergure. Mais souvent, les personnes qui travaillent sur des projets d'envergure, elles ont tellement besoin de concentration que c'est difficile pour elles en même temps de se distraire ou d'être distrait par des messages entrants. Et en même temps, on comprend bien cette polarité, mais si je continue à ne pas répondre à mes collègues et qu'eux sont bloqués justement pour des projets, ça ne va pas le faire. Du coup, il y a besoin de mettre de la clarté sur ça, quand ce n'est pas traité, c'est en général un endroit qui génère des conflits interpersonnels colossaux, de par mon expérience. Et puis, il y a aussi évidemment d'autres voies de coopération sur la question du traitement de projets, etc., qui correspondent aux offres de services. Bon, voilà, donc je vous ai décrit le rôle et je vous ai décrit les règles de coopération entre rôles. Ce qui me permet d'avancer et d'aller vers quoi je pourrais aller. L'attention, par exemple. Oui, gagner. L'attention. Le mot tension, vous l'utilisez probablement déjà. Donc, ce dont je vais parler est probablement différent. Une tension est définie et décrite dans la Constitution, dès le début d'ailleurs, à l'article 1, comme étant un écart. Alors, j'insiste là-dessus parce que peu de gens le comprennent comme ça. Et en soi, c'est un outil, j'espère aussi qu'il y aura des questions là-dessus, c'est un outil qui est extrêmement puissant en termes de développement du leadership. Une tension est définie comme étant l'écart, à condition de le mesurer, l'écart entre, le ressenti en tout cas, l'écart entre la situation que je vis dans l'activité d'un de mes rôles, par exemple, et ce qui pourrait être. Lorsque je m'amuse à syntoniser ou à me poser la question comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses, ou je regarde la raison d'être et que j'écoute la raison d'être, vous vous rappelez, j'écoute ce vers quoi aspire le rôle, vers quoi il veut aller. Et quand j'écoute ça et qu'en même temps je regarde la réalité, si je fais les deux en même temps, et c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué à faire ça, si je fais les deux en même temps, il va se dégager un écart. Cet écart va me donner une énergie, moi collaborateur, enfin, moi être humain tout simplement, parce que l'être humain est un formidable capteur. Le truc, c'est que la plupart du temps, les gens ne font pas ça. Je mets 99%, je n'ai pas fait de stats, mais c'est à peu près mon ressenti. Parce que les gens, soit ils sont collés dans les problèmes et puis ils ne rêvent plus, soit ils rêvent et sont complètement hors sol. On retrouve ça, ça dépend de quel niveau vous êtes dans la pyramide hiérarchique, mais on retrouve très souvent ce que je viens de dire. Donc voilà ce que c'est qu'une tension. Ce n'est pas un problème, une tension. Ce n'est pas un irritant, ce n'est pas un truc qui gratte, ce n'est pas un conflit interpersonnel. Pas du tout. Et probablement que vous mettez le mot tension derrière. Le mot tension, souvent on l'appelle aussi tension dynamique. Le mot tension, c'est rien de tout ce que je viens de dire. C'est la différence, l'écart que vous ressentez entre la situation auquel vous faites face et le rêve que vous avez
en fait, ce n'est pas le rêve que vous avez, c'est la raison d'être évolutive ou ce vers quoi aspire à aller votre rôle, votre cercle ou votre entreprise. Et le but, c'est que de tous les outils qui sont dans la Constitution, et il en manque quelques-uns, mais il y en a déjà pas mal, le but, c'est que chaque tension ressentie par toute personne, où qu'elle soit dans l'organisation, puisse être transformée de façon rapide et fiable en évolution d'organisation qui fasse sens, y compris en évolution de la nouvelle forme d'organigramme qui donne le pouvoir et les autorités, donc des rôles. J'ai la capacité de gouverner, moi individu, tout ce qui limite l'exercice de mes rôles, y compris jusqu'à modifier le rôle du voisin, à partir du moment où c'est ancré dans une tension. Et par définition, une tension, quand on vous dit que vous avez une tension, vous ne pouvez pas venir avec n'importe quoi, vous avez forcément une situation concrète derrière à exprimer, passée ou présente, dans laquelle, manifestement, vous étiez limité dans l'exercice de votre rôle. Donc, on passe d'un système de gouvernance où il y a des instances, en général, au haut de l'entreprise pour gouverner, et puis il y a ceux qui sont gouvernés, ceux qui gouvernent. On passe à une unité là où il y avait dualité, où chacun gouverne, pas tout, chacun gouverne tout ce qui limite l'exercice de ses rôles. Et bien sûr, tout ça dans la mesure où ça reste pertinent par rapport à la raison d'être de l'organisation. Ça va sans soi, sans le dire. Je passe au troisième ou quatrième outil, je n'ai pas compté, qui est la réunion de triage et la réunion de gouvernance. On va les faire ensemble. Donc, il y a dans cette boîte à outils Holacracy, qui est bien d'autres choses que la boîte à outils, mais disons-le comme ça pour l'instant, il y a 2 processus de réunion qui sont décrits. Il y a un processus dit de réunion de gouvernance et un processus dit de réunion de triage. Alors, je vous donne quelques points de repère, ce que je mets est faux, mais c'est juste pour vous donner le goût. La réunion de gouvernance, c'est une réunion qui va avoir lieu peut-être une fois tous les mois, tous les 2 mois, d'une heure ou deux. Elle est consacrée, c'est une nouvelle réunion, donc qui est consacrée à justement à changer les choses, à changer la façon dont l'échange fonctionne. Par exemple, je vais vous donner une petite histoire qui m'est arrivée, qui était traumatisante à l'époque pour moi, parce que je donnais une formation dans une salle pendant 2 jours. Et dans cette salle, il y avait un grand poteau au milieu, ce qui fait que c'était gênant en fait. C'était gênant pour moi et c'était gênant pour les participants. Donc effectivement, j'étais un peu vénère et donc je suis allé voir la personne qui a réservé le lieu à la sortie de ces 2 jours et puis voilà, on s'est expliqué tranquillement et puis elle m'a dit ouais, ok, j'ai compris. Ben, c'est ce qu'on fait dans le modèle conventionnel. Alors on le fait avec plus ou moins d'émotion. Moi, j'en avais un petit peu quand même parce que ça m'avait bien gavé ce truc-là. Mais bon, c'est dingue parce que c'est un peu archaïque comme processus. Ce que je voudrais, moi, c'est que ça n'arrive plus jamais. Quelle que soit la personne qui s'occupe de réserver les lieux. Je voudrais que ça n'arrive plus jamais. On a appris une fois, donc on a eu cette expérience. Alors, on peut le voir comme un problème s'il peut être répété, mais à partir du moment où on met en place les moyens pour qu'il n'arrive plus jamais, à ce moment-là, moi, j'appelle ça un investissement pour apprendre. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai fait. Je suis allé à la première réunion de gouvernance du cercle concerné et j'ai déposé dans l'espace de gouvernance pour modifier la structure d'autorité et j'ai déposé dans le processus. À un moment donné, j'ai pris un point à l'ordre du jour. J'ai donné ma proposition. J'ai dit comme proposition, je propose que ça n'arrive plus jamais. Bon, évidemment, c'était pas encore bien en forme, mais j'avais pas encore toute la syntaxe qui allait bien. Mais à la fin de mon tour, en fait, de ce processus-là, ce qui était acté, c'est la modification du rôle-lieu. C'est pas moi qui l'avais, donc j'ai la conséquence du fait que j'apporte un point à modifier un autre rôle, le rôle-lieu en l'occurrence, qui avait juste recherché, sélectionné et contracté avec les rôles-lieux, c'est ça au départ. Et du coup, cette redevabilité ou cette offre de service a été modifiée de par mon expérience client, parce que j'étais client de ce rôle, qui est fournisseur, donc, elle a été modifiée en lui ajoutant à la fin, dans le respect du cahier des charges fourni par le client. Ainsi est née la première version du cahier des charges, qui m'incombait puisque j'étais client. Et donc, j'ai créé mon premier cahier des charges. J'ai pris une page blanche et puis, j'ai surtout pas procrastiné pour me dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire un cahier des charges. Non, j'ai mis une ligne, pas de poteau au milieu. Ainsi est née la version 1.0 du cahier des charges qui aujourd'hui, alors les années sont passées depuis, est un document extrêmement bien fait de 15 pages, mais qui n'a jamais été pensé mentalement. Ça s'est toujours ajouté. Puis à un moment donné, il fallait restructurer parce que c'était un peu n'importe comment. Mais ça a toujours été nourri par la réalité. Donc voilà, réunion de gouvernance, ça me permet à moi de gouverner tout ce qui limite le développement de mon rôle. Moi, j'étais formateur, ça crée des problèmes les poteaux.
eh bien, je gouverne moi sans demander, sans passer par Pierre-Paul Jacques. J'ai juste besoin, avec mes petits bras musclés, d'amener un point à l'ordre du jour qui m'a permis à moi, dans toute ma puissance sur l'organisation, de traiter tout ce qui limite l'exercice de l'euro, à condition d'y aller à la réunion de gouvernance, évidemment. Voilà ce que c'est qu'une réunion de gouvernance. Alors, je n'ai pas des tonnes de points à chaque réunion de gouvernance, vous comprenez, hein, on ne modifie pas les rôles comme ça tout le temps. Et puis, il y a une réunion de triage. La réunion de triage, alors souvent, ça c'est plus connu dans les entreprises. On a des réunions de synchronisation, des espaces de synchronisation, on partage de l'information, on se met sur la même page. Aussi, cette réunion de triage a pour objectif un espace d'entraide, on se donne des coups de main, un espace de co-développement. C'est aussi un espace ou une école formidable de développement du leadership de chacun et d'apprentissage de l'haltérocentrage sur les autres, qui est juste. Et puis, c'est là où on peut s'entraîner à apprendre de nouveaux langages des rôles qui n'existaient pas avant et qui deviennent vraiment importants. Et que ce nouveau langage des rôles qui sont dans un logiciel et un logiciel qui est vu régulièrement. Voilà, et du coup, on va sur des processus de réunion de triage et des processus de réunion de gouvernance, processus clairs qui sont facilités par un facilitateur. Chaque cercle tient des réunions de triage et des réunions de gouvernance. Et voilà, donc avec un secrétaire, facilitateur, un second lien et un leader de cercle. J'arrive au bout. Donc, on a vu ensemble, on a survolé ensemble 5 outils clés définis dans une constitution pour les organisations. Organisation qui explicite, je l'ai dit au début, donc du coup, je vais le développer un peu ici, qui est explicite, qui a comme valeur ajoutée de rendre explicite et de distribuer les fonctions managériales, permettant ainsi de faire naître des fonctions self-managériales et qui permet de libérer l'expertise. Comment ça marche? Si vous prenez rapidement une équipe, disons un atelier de production avec le chef de service et ses collaborateurs, eh bien, le chef de service va se retrouver leader du cercle production. Le cercle production, c'est vraiment une entité, un business, une entreprise, une mini-entreprise, un peu plus grosse qu'un rôle, mais c'est une entreprise quand même qui regroupe des mini-entreprises, des micro-entreprises, avec des personnes donc, qui vont être affectées à des rôles, qui faisaient leur travail et qui maintenant vont gérer des micro-entreprises, une ou plusieurs, qu'on appelle des rôles, que je viens de décrire avant, avec, et idem pour chacune des personnes, avec des rôles particuliers que vous voyez en rouge, qui sont les rôles de facilitateur que je viens d'évoquer rapidement, ou de secrétaire que j'ai évoqué extrêmement rapidement, qui sont des fonctions managériales qui ont été distribuées, qui ne sont plus dans la boîte manager, avec la boîte manager au départ, elle donne juste leader de cercle. D'autres fonctions managériales sont rendues explicites et distribuées sur des rôles ou sur des processus que je viens d'évoquer, processus de triage et de gouvernance. Et puis, bien sûr, le leader de cercle, qui était très souvent, le plus souvent l'ancien manager, eh bien, peut se libérer du temps. J'ai des cas concrets. Fabien, par exemple, patron d'un magasin qui était pris à 100% à manager son magasin, qui a réussi à libérer 70%, qui s'est rappelé que c'était un excellent vendeur, qui lui a permis de devenir dirigeant de magasin, qui a pu retourner à 70% à la vente, au plus grand bénéfice de l'entreprise et du sien, et de l'équipe dans laquelle il était. Et puis, donc les processus, j'en ai parlé. Voilà. Donc, c'est comme ça que je libère l'expertise. Et puis, bien sûr, il y a des fonctions RH. Qui dit management dit aussi fonctions RH qui sont aussi rendues explicites. Et la structure devient donc un écosystème vivant. Chacun peut gouverner tout ce qui limite son travail. Et il y a un passage à l'échelle où on ne pourrait pas avoir que des micro-entreprises. Donc, ces micro-entreprises, elles passent à un niveau de complexité supérieur qui s'appelle un cercle, qui est finalement un rôle un peu plus complexe qu'un rôle, puisqu'il a des rôles à l'intérieur du rôle. Et un cercle qui est un rôle, mais qui n'est pas égal à la somme de ces rôles. On est vraiment dans quelque chose qui est un organisme vivant, de la même manière qu'une molécule n'est pas la somme des atomes qui la constituent. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'holarchie ou des systèmes de Holon. Vraiment, toutes les structures naturelles sont comme ça. Et puis donc, on a un management qui existe toujours. Il y a des fonctions managériales, ça toujours, que holacratie ou pas, qui changent simplement de forme. Et il y a un self-management qui prend forme. Voilà, merci pour votre attention. Et je rends la parole à Margot. Merci Bernard-Marie pour cette présentation très complète de l'holacratie. On va maintenant passer à la période de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions que vous souhaitez nous poser, vous pouvez les mettre dans le module Q&R qui est situé juste dans la barre en dessous de nos vidéos. Alors, on a une première question, Bernard-Marie, qui concerne la Constitution. Est-ce qu'il y a une Constitution type ou est-ce que chacun la construit pour sa propre entreprise ? J'adore la question. Bon, en général, j'aime toutes les questions. Et celle-là est vraiment intéressante parce qu'elle me permet de dire des choses que je n'ai pas dites. Bon, c'est un peu le jeu. Hein. Il y a une constitution de base.
Et cette constitution de base, c'est, en l'occurrence aujourd'hui, c'est la 4.1, donc il y a des versions. En fait, la constitution, il y a eu la 1.0 il y a 10 ans, première version, qui était évidemment imparfaite. Et on l'a expérimenté. Et au fur et à mesure qu'on l'expérimente chez des clients, donc pas que nous, hein, on l'a fait au niveau mondial, avec Holacracy One, avec, bon, au début, il n'y avait pas grand-chose, il y avait nous deux, mais après, ça s'est un peu étendu. Alors, tous ceux qui se sont emparés de l'outil ont pu l'expérimenter sur des terrains de jeu différents et variés. On a vu des limites, et ces limites, dans un processus d'intelligence collective à un niveau mondial, on les a partagées ensemble pour passer à la 2.0, puis à la 2.1, puis etc. Et ça passe maintenant. Donc, on a toujours, nous, voulu contribuer à partager en fait tout ce qu'on avait appris pour faire évoluer la Constitution et pour que ça puisse servir à tous ceux qui vont s'emparer de la Constitution. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. On pense que c'est ce qui est le plus intelligent, en fait, plutôt que de faire son truc dans son coin. Si vous comprenez ce que je veux dire. Et maintenant, quand on accompagne un client, en fait, déjà, il y a tellement de choses qui sont déjà incluses, surtout dans la version 4.1 et la version 5.0 qui n'est pas encore sortie, mais qui est en bêta-test. Il y a tellement de choses qui sont incluses que la probabilité qu'un client sache faire adapter une constitution comme ça, sans avoir pratiqué ou quoi que ce soit, est très faible. C'est très faible. Il faudrait d'abord comprendre ce qu'il y a dedans. Mais pour comprendre ce qu'il y a dedans, il faut déjà beaucoup de temps. Donc, il y a beaucoup de choses. Partons du principe qu'elle est bien faite. Et ce qui n'est pas vrai, mais c'est suffisamment vrai au départ. Ce qu'on fait, nous, dans notre pratique, c'est que on part de ça parce que c'est vraiment très riche. Hein. Ça fait 10 ans, nous, 85 clients, etc. Donc, on n'est pas des manchots, quoi, et les autres non plus. Donc, on pourrait imaginer qu'avant de la modifier, toi qui viens d'arriver il y a 5 minutes sur Holacracy, peut-être qu'on peut faire confiance 2 minutes. C'est la mode de faire confiance à ce qu'il y a dedans. Surtout que ça a été fait dans le processus que je viens de dire. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que nous, on a découvert un certain nombre d'angles morts, voire de trous dans la raquette. Parce qu'il y a des gens qui pensent, il y a toujours le fantasme de l'outil qui fait tout. Donc, je parie que Holacracy, ça fait tout. Non, il y a plein de choses que je vous ai expliquées qui sont, dans ma façon de vulgariser, qui sont pas écrites du tout dans la Constitution. Il y a des choses qui manquent, par exemple, sur le management. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a des trous. Et donc, nous, on contribue, hein, on est cohérent ce que je viens de vous dire, donc on contribue pour apporter tous ces trous sur la plateforme GitHub, hein, qui est un open source, pour que la prochaine version de la Constitution, la 5.0, intègre tout ce qu'on a vu. Et nous, on est des gros contributeurs parce qu'on ne fait que ça, d'accompagner les clients. Et en même temps, il y a toujours un écart entre la prochaine version et puis celle-là. Et du coup, avec le client, on lui fait, lorsqu'on l'accompagne dès le départ, on lui fait part des angles morts qu'on a vus et aussi des antidotes ou des moyens qu'on a mis en place pour. Et effectivement, quand ils vont démarrer, donc je passe rapidement sur les étapes parce qu'il y a plein d'étapes et je ne voudrais pas alourdir le propos. On va suggérer au client, mais on aura travaillé ensemble et on lui aura apporté quelque chose qu'il n'aurait jamais vu tout seul. Hein. On va suggérer au client, avec son accord bien sûr, un certain nombre d'ajouts de modules ou d'amendements constitutionnels qui vont faire à la fin qu'il va avoir sa propre constitution au sens où, pas dans l'idée d'en avoir une pour en avoir une. Ouais, je suis père, j'ai créé une constitution, mais dans l'idée d'avoir quelque chose qui lui évite de galérer sur des sujets qu'on a déjà vus depuis longtemps et qui ne sont pas encore complètement réglés. Donc oui, dans ce point en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Après, tout le monde peut faire comme il veut. Il y a des gens qui vont faire leur constitution à côté, ils ont le droit. Mais en tout cas, voilà la façon dont nous, on fonctionne sur ce sujet-là. On profite de l'intelligence collective et après, on fait part des trous qui manquent, des choses qui manquent par rapport à ça, mais même qui n'ont rien à voir avec le périmètre de Holacracy. Si vous ne faites pas d'innovation sociale à côté, ça ne marchera jamais la transformation, c'est évident. Mais sauf que ce n'est pas dans la Constitution, donc vous ne pouvez pas le savoir. Et d'autres choses encore dont on fait profiter. Okay, je vais arrêter. Merci Bernard-Marie. Alors, on a pas mal de questions qui sont arrivées, donc on va essayer d'en traiter le maximum, mais on verra. Donc, la prochaine question, et puis si Anne, on n'a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Prochaine question, c'est comment est-ce que tu révèles la raison d'être d'une organisation? Ah, c'est la question difficile. D'abord, il faudra d'abord qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par raison d'être. Aujourd'hui, la plupart des gens croient comprendre le mot raison d'être. Et tout le monde croit comprendre le mot raison d'être, mais la probabilité que les gens comprennent la même chose est faible. Et souvent, les gens citent la question de la raison d'être telle qu'elle est promulguée par les tenants de la loi Pacte, etc. En fait, on parle
parle pas de la même chose, nous. Et je dis pas qu'il y en a un qui a raison ou l'autre tort. Hein. Je pense qu'il y a des niveaux de profondeur. Et peut-être que si vous avez la vidéo de Frédéric, là, il en a fait une bien, vidéo de Lalou là-dessus, vous pourriez la mettre dans le chat. Nous, on parle de raison d'être évolutionnaire ou évolutive. La raison d'être telle que… j'ai même fait une journée entière de formation sur la loi Pacte pour pouvoir en parler. La raison d'être telle que j'ai perçue, hein, dite par les spécialistes de la loi Pacte, c'est une raison d'être où encore l'organisation reste au service des parties prenantes. Alors, c'est mieux, les parties prenantes, dont l'environnement, etc. etc. Donc, mais l'organisation est encore au service d'eux. Nous, ce dont on parle, c'est que l'organisation elle est vue comme un être vivant doté de sa propre identité. Et elle a son potentiel évolutif et que donc la question de ceux qui la dirigent ou de la pilote, en fait, c'est plus la question de diriger pour elle le futur, mais c'est la question d'écouter là où elle aspire à être. La meilleure métaphore sur le sujet, et tout ça, c'est très difficile de parler de processus en la matière parce que je vais vous donner une métaphore que moi, qui me parle, j'espère qu'elle vous parlera. C'est un peu la même chose quand vous êtes parent. Moi, j'ai 5 enfants et donc j'ai bien galéré. Je ne dis pas que j'ai été très mauvais, ça c'est sûr. Je ne suis pas sûr d'être bon aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai été très mauvais, c'est clair. Parce que je n'avais pas ça en conscience. Et au début, c'est vrai que les premiers enfants que j'ai élevés, sans le vouloir, j'ai projeté énormément de choses. Et puis, j'ai appris. Et pour les derniers, je pense avoir fait des progrès. Certainement pas suffisants, mais des progrès qui font que je me suis mis dans une posture où j'ai évité de projeter sur eux. Et que la question de… C'était pas… Ils avaient leur propre raison d'être indépendamment de moi. Et que donc, ma question de si je voulais être un bon parent, ce n'est pas tellement de les emmener là où je voulais, faire des études, machin, etc. mais c'était plus de les soutenir dans ce qu'ils aimaient faire. Probablement que s'ils aiment faire quelque chose, ils sont dans leur zone de talent. Et d'écouter là, de même être à l'écoute de ce qu'ils aspirent à devenir, sans projeter. Et ben là, c'est extrêmement difficile, évidemment. Je ne prétends pas y être parvenu. Mais en tout cas, je mets déjà des mots, c'est déjà dans mon champ de conscience, c'est du bonheur. Et ben la difficulté que je suis en train de vous dire en tant que parent, c'est rigoureusement la même que celle d'un dirigeant qui se pose la question de savoir quelle est la raison d'être de son entreprise. Et il y en a un qui parle, et Frédéric Laloux, je ne sais pas s'il ça a été mis dans le chat, mais il en parle très bien. Et c'est ça. Et du coup, quel est le processus pour découvrir ce à quoi j'aspire sur la planète Terre, moi, être humain, ou moi, personne morale, entreprise. Je ne crois pas qu'on ait encore beaucoup de processus en la matière, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Et tous ceux que je connais dans le monde de l'entreprise sont certainement appropriés pour découvrir la raison d'être mode pacte, mais pas celle dont je suis en train de parler. Je pense qu'il y a une question de patience. Donc, maintenant, la pratique qu'on a, nous, parce qu'on a évidemment une pratique. Si je prends, quand on accompagne des entreprises, se pose la question de la raison d'être tout de suite. Et on leur dit, il y a plein de cas de figure. Il n'y a pas une façon de faire, mais on leur dit, de toute façon, quoi que vous fassiez là, ça sera un premier jet. Dites-vous que ça sera un premier jet et qu'ensuite, ça va venir naturellement. Parce que ce qui se passe, quelle que soit la version A de départ que vous injectez comme raison d'être, de toute façon, en pratiquant l'holacratie au quotidien, vous allez pouvoir intégrer dans les tripes et dans le cœur et pas que dans la tête ce que c'est que la raison d'être. Avant, on ne fait qu'en parler de manière cognitive tant qu'on ne l'a pas pratiqué au quotidien. Et c'est qu'en pratiquant cet outil au quotidien qu'à un moment donné, vous allez avoir des tensions qui vont vous faire développer cette capacité à écouter la raison d'être et de faire évoluer la raison d'être. C'est comme ça que ça se passe dans plein d'entreprises. Donc, sachant que le point de départ n'est pas tellement important, après, on ne va pas empêcher les clients de passer 2-3 jours avec d'autres coachs, etc., pour répondre à d'autres besoins qui n'ont rien à voir avec la raison d'être, mais qui est plus de donner du sens et de fédérer les collaborateurs. Et ça, c'est très bien. Mais même dans ce cas-là, attendez-vous à ce qu'elle évolue. Parce qu'en fait, la raison d'être de l'entreprise, elle est inhérente à l'entité elle-même. Et tout point de départ est bon. Merci Bernard-Marie. C'est trop long. Alors, on a maintenant une question sur les fiches de poste. Alors, on en a plusieurs. La question, c'est la différence entre fiche de poste et rôle. Puisque Anne nous dit que si une fiche de poste est bien rédigée, finalement, elle comporte un certain nombre de rôles. Et on a une question qui demande comment est-ce qu'à partir d'une fiche de poste, on peut faire émerger les rôles. Voilà, j'essaie de coupler pour que tu répondes globalement. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait dire ça comme ça. Je ne sais pas qui parle, mais souvent, c'est vrai quand je discute beaucoup avec les RH et qu'ils ont une vision très pure de ce que c'est qu'une fiche de poste. Moi, ce que je remarque, dans la vie des entreprises, hein, je pratique le sport des entreprises depuis longtemps. Avant AGI, j'étais dirigeant manager, donc je connais bien. Et j'observe que personne ne regarde sa fiche de poste. Ça reste un document, quand ça existe pas toujours, mais quand ça existe, ça reste dans la sphère RH.
Et dans le business, on ne l'utilise pas du tout. J'ai jamais vu quelqu'un dans le business regarder sa fiche de poste pour mieux faire son business et encore moins regarder la fiche de poste du voisin. Donc, de ce point de vue-là, probablement la fiche de poste répond à plein de besoins RH, mais ne répond absolument à aucun besoin business dans ce que j'ai vécu. Alors, je généralise un peu vite, je suis d'accord, mais bon, c'est à la fois mon expérience de 20 ans dans les entreprises et c'est aussi tous les clients que je vois au quotidien, là, depuis 15 ans que je suis à l'Institut Agiri. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un sortir une fiche de poste. Donc, ce n'est pas praticable. Et donc, ça ne répond pas du tout à la question, la fiche de poste. Et je ne suis pas en train de critiquer la fiche de poste. Je rajoute, tiens, je suis dans le « et ». Ce dont on a besoin au niveau du business, c'est de savoir quels sont les attendus. J'ai essayé d'expliquer là, visiblement, je ne me suis pas bien sorti. Quels sont les attendus en termes d'offre de service de l'autre. Moi, je n'ai pas besoin de savoir quelle est la fiche de poste du boulanger, comment il fait son pain, sa mécu latérale. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que je peux acheter. Si je rentre dans la boutique, je vais avoir quoi. Et est-ce qu'il y a des croissants, etc. Qui se lève à 3 heures du matin ou qu'il ait des critères pour. C'est pas du tout la question. J'ai besoin de savoir quelle est l'offre de service. Et le boulanger, il a besoin de savoir quelles sont les offres de service des autres chez lesquelles il va pouvoir s'approvisionner. Donc, c'est juste rien à voir avec une fiche de poste, quelle que soit la façon dont on le fait, parce que ce dont je parle, c'est quelque chose qu'on va utiliser. On va mettre ça sur un logiciel accessible en permanence parce qu'on a besoin à chaque fois de savoir, d'avoir les vitrines, comme dans une ville, vous voyez des vitrines, mais d'avoir les vitrines des uns des autres pour pouvoir leur demander. Et c'est sûr que les rôles probablement peuvent alimenter des fiches de poste. Voilà. Et la deuxième question, oui, si jamais il y avait des fiches de poste bien faites, théoriquement ça devrait marcher, sauf que je n'ai pas encore vu que ça marchait. Merci. Alors, qu'en est-il des salaires? Est-ce qu'ils restent inégaux? Déjà, en posant la question, on part du principe qu'ils sont inégaux. C'est vrai qu'ils ne sont pas égaux, mais ça dépend ce qu'on met derrière les mots. Bon, ça, c'est juste pour entrer dans la question. Holacracy dit rien. Holacracy dit rien sur les salaires. Pourquoi il dirait quelque chose? C'est juste un modèle en fait pour rendre explicite ou des outils pour rendre explicite les fonctions managériales qui en avaient besoin. Et du coup, avoir une chance de développer le self-management parce que tant qu'on n'a pas rendu explicite ces fonctions managériales, c'est vraiment difficile de vraiment faire de self-management sérieusement. Donc, tout ce qui est processus RH, comment vous recrutez, comment vous augmentez, comment vous payez, comment vous évaluez, tout ça, ce sont des applications, des fonctions qui appartiennent à chacune des entreprises et qui vont devoir être encodées. Alors, c'est notre jargon. Quand au départ, va être traduite sous forme de rôle et de politique. Je vous ai fait grâce des politiques pour ne pas complexifier ou alourdir la présentation. Ce qui est sûr, tout à l'heure, j'ai parlé d'innovation sociale. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous emmenez tout le monde vers vous voulez emmener tout le monde vers plus de responsabilisation, le contrat social ne peut pas ne pas bouger. C'est pas possible. Pas forcément uniquement sur les aspects rémunération. Il n'y a pas que la rémunération. Il ne peut pas ne pas bouger. Vous ne pouvez pas demander à des gens de devenir des patrons des micro-entrepreneurs. Ça, c'est le fantasme de tous les dirigeants. Mais le fantasme, s'il tient la route, si en même temps, tu es prêt à revoir le contrat social. Peut-être aussi la répartition des richesses. Mais ça, ce n'est pas écrit dans la Constitution, mais c'est une évidence, si vous voulez. Si on passe à un autre volet de la conversation qui est quel facteur clé de succès pour réussir une telle transformation, c'est évidemment, à un moment donné, de s'autoriser à revisiter l'ensemble des processus RH. C'est ce qui se passe de toute façon naturellement. Et la rémunération aussi. S'il y a une perception d'injustice organisationnelle, c'est une perception, parce que je vous ai entendu, inégaux. Donc, pour moi, après, il y a des questions de philosophie. On pourrait très bien dire dans une entreprise, et ce n'est pas le sujet, mais on peut très bien dans une entreprise, tiens, moi, je veux que tout le monde ait le même salaire, pourquoi pas. Il y en a d'autres qui vont dire en fonction des besoins. Il y en a d'autres qui vont dire en fonction… Voilà. Ça, c'est une question qui, Holacracy ne peut pas répondre, évidemment, heureusement. Ça veut dire qu'il y aurait une voix unique sur le sujet. Non, ça appartient à chaque entreprise de le définir. Et souvent qu'ils l'ont défini, et souvent d'ailleurs, ce n'est pas forcément explicite. Donc, le fait d'adopter Holacracy va créer l'espace où cette question-là va venir sur la table. Et la réponse ou la non-réponse ou la réponse ou la qualité de la réponse ou la moins bonne qualité de la réponse va créer des tensions qui va mettre en mouvement ce sujet-là. Par exemple, sur la question de la rémunération, souvent, je vais prendre 2-3 cas en tête quand je dis souvent, parce que je me raccroche à des cas concrets, il y a une perception d'injustice organisationnelle qui existe. Ça, c'est juste de la perception des collaborateurs et il n'y a rien de pire que cette perception-là.
et qui a été amplifié parce que quand on met en place l'holacratie, on est en train de parler de responsabilisation, de changement de la façon d'exercer le pouvoir. Donc, ça réveille plein de choses comme une boîte de Pandore. Et du coup, sur la question de la rémunération, c'était clair qu'il fallait rendre clair le processus, le rendre transparent et au moins, à minima, déjà de dire quels sont les critères. De façon transparente, parce que la plupart des gens ne le savaient pas. Quels sont les critères? Et puis d'ailleurs, les critères n'étaient pas forcément toujours aussi objectifs qu'on croit, parce qu'il y avait des pressions, parce qu'il y avait des processus d'évaluation discutables, parce qu'il y avait beaucoup de one-to-one avec celui qui peut te sanctionner. Enfin bref, il y a plein de jeux. Mais tout ça qui est normal, je ne suis pas en train de critiquer, en fait, ça a été révélé parce qu'il a fallu qu'on rende tout ça explicite. Et à partir du moment où ça a été rendu explicite, eh bien, l'entreprise s'est mise en mouvement sur, alors pas tout en même temps, mais progressivement sur les sujets qui étaient les plus importants, avec des cas concrets qui vont de simplement rendre explicite le processus avec les critères d'augmentation de salaire jusqu'à, j'ai un autre cas, où il y a eu de la répartition de richesses différente. Merci. Alors, question suivante, et ce sera peut-être la dernière, comme ça dépend du temps de réponse que tu vas prendre. Que devient le chef d'entreprise et les autres chefs dans un système de self-management et les liens intra-entreprise? Alors, le management, quoi, les chefs, les dirigeants et les managers, qu'est-ce qu'ils deviennent? Le dirigeant, il reste dirigeant et le manager, il reste manager. Déjà, je vais partir complètement à l'envers enfin, il y a une croyance que je voudrais dégommer tout de suite si elle existait, c'est qu'on peut se passer de manager. C'est une utopie. On ne peut pas se passer de fonction. On va rentrer dans le détail maintenant. Juste, je vais provoquer un peu. On ne peut pas se passer de fonction managériale. Par exemple, il y a une fonction managériale qui est essentielle, c'est la capacité à établir des priorités. Dans une entreprise comme partout, c'est pareil chez moi, chez vous. On ne peut pas, à moins d'être à zéro de tension, on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai dans une entreprise, on ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas nécessairement toutes les ressources financières, on n'a pas forcément le personnel qui va bien, en qualité, etc., etc. Donc, il faut faire des choix. C'est essentiel pour une entreprise de faire des choix, pour un service, pour ce que vous voulez. Il se trouve que la plupart des êtres humains n'ont pas cette capacité. C'est difficile, cette compétence de faire des choix. Il y en a très peu de gens qui ont, enfin ça c'est mon expérience, vous pouvez challenger, mais il y a très peu de gens qui sont capables de faire des choix dans le monde de l'entreprise pour le compte de l'entreprise. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens qui ont ce talent-là, ils ont probablement que ça a fait d'eux. C'est pas suffisant, mais probablement que ça a fait d'eux des managers dans le modèle conventionnel. Donc, tout ça pour dire que cette fonction de priorisation, il y en a plein d'autres, mais cette fonction de priorisation, elle est essentielle. Vous mettez en place l'holacratie, pas l'holacratie, on s'en fiche, libéré, parce que quel que soit le modèle de gouvernance que vous mettez en place, cette fonction, elle devra exister. Point numéro 1. Point numéro 2, il y a très peu de gens capables de l'assumer. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des fonctions managériales incarnées de toute façon. Alors, holacratie, vous offre quelque chose qui est pas mal, qui est de dire la Constitution rend explicite les fonctions managériales, dont celles que je viens d'évoquer et d'autres, et elle les distribue par défaut sur un modèle par défaut, pour commencer. En disant, il y a le leader de cercle qui a un certain nombre de fonctions, dont celle-là, mais très peu en fait. Il a beaucoup moins de fonctions managériales que le manager n'en avait avant, parce que les autres fonctions managériales ont été déportées sur des rôles spécifiques, secrétaire facilitateur par exemple, second lien, reporté sur des processus comme le processus de gouvernance qui est une fonction managériale qui a été faite, comme le processus de triage qui est aussi une fonction managériale, et rendu explicite aussi, déporté aussi les fonctions managériales RH pour mettre de la clarté justement entre la RH et le management RH. Et du coup, ça crée le self-management, puisque c'est ce que j'ai essayé de montrer. Le self-management, avant vous faisiez un travail et maintenant vous gérez un rôle et vous êtes censé syntoniser, vous êtes censé ressentir de façon proactive, c'est-à-dire descendre de vélo pour vous regarder pédaler de temps en temps, ce qui n'est pas gagné. Il y a plein de développement et d'accompagnement à faire pour voir et ressentir, prendre le temps de ressentir s'il peut y avoir un écart entre la situation que je vis et ce qui pourrait être. Donc là, on est dans le self-management avec des autorités, des limites d'autorité rendues explicites. Ça, c'est la base de départ. Et ensuite, mais déjà, il faut l'atteindre. C'est un méga challenge parce que les gens il y a peu de gens qui sont habitués à gérer. Ils croient qu'ils sont responsables. Rappelez-vous Sarah, mais ils ne l'étaient pas. Simplement, elle ne le voyait pas. Donc déjà, il faut arriver à ça. Puis il y a des managers, pareil, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on n'a pas trop de temps, mais c'est pareil. Une fois, supposons que vous arriviez à ça, ce qui serait déjà énorme. Ça prend du temps, ça prend des années, ce truc-là. Après,
Et vous pouvez le faire avant si vous êtes plus rapide. Après, vous pouvez envisager d'aller plus loin et d'augmenter, c'est-à-dire de réduire les fonctions managériales incarnées sur leader de cercle. Rappelez-vous, j'ai pris l'exemple de Fabien, directeur de magasin, 100% manager. Il est passé à leader de cercle et 30% manager. Donc 70%, il faisait de la vente. Déjà, on a fait un grand pas. Est-ce qu'il y a encore du management? Oui. Est-ce qu'il y a un manager? Oui, c'est une autre forme de management parce qu'il ne peut plus donner des ordres, etc. Il y a des intermédiations par les rôles. Je ne peux pas trop développer là, mais il faudra en dire beaucoup là-dessus. Après, on peut aller plus loin. Peut-être qu'il y a sur le set, l'ensemble des quelques fonctions managériales qu'il a, il y a peut-être des fonctions dans lesquelles il y a meilleur que lui dans l'entreprise. Pourquoi s'en passer? À ce moment-là, retirer cette fonction du rôle qu'occupe Fabien pour la donner à quelqu'un d'autre, ce qui est tout à fait autorisé. Donc, tout est possible avec cette constitution. Tout est possible. Simplement, il y a une option par défaut. Et puis ensuite, vous pouvez le faire évoluer. Donc, c'est pour ça que c'est un outil extraordinaire, je trouve, même s'il y a des lacunes et des trous. Ce n'est pas un outil miracle. Hein, on est clair entre nous. Hein. Il y a quand même une super base, vraiment bien construite, qui permet de partir d'un système qui est ce qui est, on parle de la transition, à un système où on pose les bases pour pouvoir s'appuyer, pour bien clarifier ce qui est du ressort d'une nouvelle forme de management et de self-management, et à partir de ce socle, de pouvoir construire pour aller plus loin. Donc déjà, rien que d'arriver à ça, c'est tout un voyage. Merci Bernard-Marie. Il nous reste 1 minute et j'ai une petite conclusion. Donc, on va arrêter là sur les questions. Pour celles et ceux à qui on n'aurait pas répondu, vous pouvez nous recontacter par la suite. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais sachez donc qu'on organise d'autres webinaires et conférences. Vous allez recevoir les informations dans l'email qui va suivre par Louis. On a d'autres webinaires de planifier. On a d'ailleurs la semaine prochaine et la semaine d'après une super série de webinaires exclusifs qui s'intitule Covid-19, les dirigeants sur le pont témoignent. Donc, on aura autant de webinaires que de dirigeants qui témoignent, c'est-à-dire 13 webinaires étalés sur 2 semaines avec des entreprises comme Monsieur Bricolage, Carabi Biocop, Logic Max, Arcadie, l'atelier du laser, Telecom SA, Cocan, Etika IT Services, donc plein d'entreprises, Québec, Suisse, Belgique et France. Ça va être une très grande série de webinaires. Donc, c'est des petits webinaires, c'est sur 1 heure, une demi-heure d'interview et puis une demi-heure de questions-réponses avec vous. Donc, je vous invite à sélectionner vos webinaires et vous inscrire où vous pouvez. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur Holacracy, alors vous avez plusieurs pistes là aussi. Vous pouvez suivre une formation 360 degrés avec Bernard-Marie sur le management et self-management constitutionnel. C'est une formation qui vous permet de découvrir les 4 outils qu'on a un peu abordés aujourd'hui et les clés surtout de mise en place de cet outil. Alors, on organise une spéciale à partir du 7 mai qui sera en ligne avec 2 sessions les 12 et 14 mai qui seront en direct et puis le reste en vidéo. Voilà, donc c'est une première en ligne compte tenu des conditions. Je vous invite vraiment à tester cette partie-là. Sinon, ce sera en live, en direct, donc à Paris le 4 juin et puis le 8 septembre à Bruxelles. Et on aura une date aussi en Suisse prochainement. Et vous pouvez également suivre une formation de praticien pour approfondir tous les concepts et surtout pratiquer parce que c'est une pratique. Et on a donc 2 sessions cette année, 8 au 12 juin 2020 et 12 au 16 octobre à Paris. Si vous êtes intéressé pour transformer votre management, voilà, vous êtes en position de management, dirigeant, manager, vous avez plusieurs pistes. Vous pouvez suivre un parcours de dirigeant avec Bernard-Marie Chiquet. Il s'agit de séances de coaching à distance sur vos problématiques de management d'entreprise. Et puis, on a aussi un module de formation que vous pouvez organiser sur site ou à distance avec votre équipe qui s'appelle Excellence managériale et Self-managériale pour justement adopter cette nouvelle posture de managers et dirigeants d'entreprise dans un système de management constitutionnel. Alors, ça fait beaucoup. Si vous n'avez pas retenu, ne vous inquiétez pas, tout est dans l'email. Et pour terminer, Bernard-Marie, je te propose une petite clôture comme en holacratie, voilà, sur ton expérience de ce webinaire. Très bien, j'ai adoré. En fait, j'ai à la fois adoré, parce que j'aime bien partager cette matière, et puis et en même temps, je suis vraiment frustré parce qu'il y a plein de questions. Il y a plein de questions que j'ai évoquées trop en surface et donc dans la réponse, j'ai donné que certaines polarités, il y en aurait d'autres pour compléter le tableau. Donc pour moi, c'est toujours frustrant, mais en même temps, c'est la règle du jeu. Donc je me dis que ce genre de webinaire, peut-être qu'il devrait y avoir plusieurs webinaires centrés sur des sujets différents. Donc, il y a plein de sujets très différents qu'on a évoqués de manière un peu superficielle. Pour moi, j'espère que néanmoins, ça a répondu.
si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je suis LinkedIn aux portes et puis je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous pour vos questions, votre présence à ce webinaire et je vous souhaite une très agréable journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.